Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic après leur difficile victoire au Havre. Eh bien, les Aiglons ont l'occasion de conforter leur place sur le podium avec ce match face à Montpellier dimanche. Pour en parler, nous avons le plaisir de retrouver Léandra Iacono, toute bronzée encore. Salut Léandra. Salut Mika, content de vous retrouver. Nous aussi, un petit nouveau dans la bande de Gymto, Aurélien Mar. Salut Aurélien. Salut Mika. Tu vas nous parler de tactique, toi, aujourd'hui. Bien sûr, évidemment, je vais essayer en tout cas. Tu vas essayer. Et le toujours sémillant, fringant, toujours aussi jeune, Antoine Delgoulet. Salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Notre invité cette semaine est la mémoire du gym historien et écrivain qui vient de consacrer un nouvel ouvrage sur la décennie 90-2000. Serge Gloumeau est dans Gym Tonic de retour. Salut Serge. Salut, merci pour l'invitation. Merci à toi d'être avec nous de nouveau dans cette émission. Alors, un riche sommaire cette semaine avec en particulier un focus sur Jérémy Boga. Est-il le super sub de cette fin de saison? Le gym est-il guessant, dépendant? Ça sera notre pour-contre de la semaine. Et puis on aura plaisir également à retrouver cette semaine le gymtomètre. Et ça bouge légèrement en haut du classement. Et puis nous évoquerons donc le match de dimanche face à Montpellier pour pourquoi pas une troisième victoire consécutive en Ligue 1. Le retour d'Andy Delors à l'Alliance Riviera. Et enfin, d'émission Le Souviens-toi d'Antoine. Le Souviens-toi consacré donc au nouveau livre de notre invité Serge Gloumeau. Mais pour démarrer, donc, retour sur cette victoire 3-1 au Havre. Nice s'est d'abord rendu la tâche facile avant de se la compliquer sérieusement, Léandra. Oui, après, il n'y a pas de match facile en Ligue 1, on le répète tout le temps. Donc, il y a ces deux buts en 101 secondes, coup sur coup, qui a fait vraiment du bien à Nice, qui après a continué à jouer, mais a été un peu plus sous la menace havraise. Et je pense notamment à cette énorme occasion d'André Ayou à la 84e minute, grosse parade de Marcin Bulka, parce qu'on a vraiment eu peur de revivre un peu le remake du match contre Toulouse, mais finalement, Nice a enfoncé le clou dans le temps additionnel avec le but de Sofiane Diop, très beau but, bien construit. Il y avait eu juste avant ce carton rouge de Melvin Barr, malheureusement, mais voilà, Nice a fait le travail, comme tous les gros du championnat, donc il fallait absolument être là, être présent. Nice est toujours sur le podium et aura un gros coup à jouer là contre Montpellier dimanche. Les stats de cette rencontre entre l'OGC Nice et cette équipe du Havre, et on va voir effectivement qu'au niveau statistique, ça se confirme ce que tu nous as dit, Léandra, avec des occasions en particulier et des tirs un peu plus nombreux du côté du Havre dans cette rencontre, une occasion quand même manquée pour les Niçois, mais globalement une rencontre plutôt maîtrisée. Serge, tu as vu le match évidemment, j'imagine que c'est peut-être le genre de match, comme l'a dit Leandra, où on faisait match nul avant, ou voire on le perdait. Là, bon, finalement la victoire est plutôt bonne. Oh ouais, c'est passé. Rapproche-toi un peu, Serge. Pardon, excuse-moi. Ouais. Oui, c'est passé. Alors, moi, je pense que c'est passé parce qu'on a eu un bon banc. Ouais. Les recrues reviennent et comme par hasard, en effet, en fin de match, on subit un peu, mais les rentrées font la différence. Et il y a quelques semaines, on n'avait pas cette possibilité-là. On souffrait jusqu'à la fin du match et des fois, souvent, on ne tenait pas. Ouais, c'est là que l'on voit, Antoine, que la profondeur de l'effectif, c'est très important dans une saison. Eh ben, c'est super important. En plus, tu joues à 10, comme disait Serge, en fin de match. Ndombele qui envoie Boga qui passe à Diop, les trois qui sont rentrés et ça fait but et ça soulage tout le monde, même s'il restait très peu de temps à jouer. Ça soulage quand même tout le monde. Après, il ne faut pas oublier que le Havre, effectivement, en regardant le classement, on s'était dit ça va être peut-être beaucoup plus simple, surtout quand on voit qu'on marque les deux premiers buts assez rapidement et facilement. Notamment avec un CSC, mais le Havre venait de battre Lille au stade Pierre-Mauroy quand même, donc 2-1. Et franchement, cette équipe, moi, elle m'a étonné. Le Havre, ils se sont vraiment, on les disait complètement au fond du trou. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'ils se sont bien battus et ça a été un adversaire très valeureux et ils méritaient peut-être même un petit peu mieux sur ce qu'ils ont montré au niveau de l'engagement, uniquement. Mais tant mieux, Nice a su être réaliste, a su faire le dos rond, a bien défendu, et c'est une victoire qui va compter. Ouais, une victoire qui va compter pour l'OGC Nice. Aurélien, cette équipe du Havre qui aurait pu aussi bénéficier peut-être d'un penalty, parce qu'il y a cette fameuse main ou pas de Dante, et Didier Digard a eu des mots disant moi je le connais, Dante. Quand il réagit comme ça, c'est qu'à mon avis, il a fait quelque chose de pas net. Oui, après c'est vrai que Didier Digard connaît bien Dante.
Après, Dante s'est très bien expliqué aussi à la fin du match en disant que le ballon avait rebondi sur son pied au préalable. Donc si on applique la règle, évidemment, il n'y a pas pénalty. Tant mieux pour Nice qui a pu compter sur sa force mentale. Moi, c'est ce que je retiens du match finalement contre Le Havre, c'est que oui, le gym a été bousculé, mais il a pas craqué comme c'était le cas, comme l'a dit Léandra, à Toulouse. Comme c'était le cas également à Montpellier, où le gym prend l'égalisation à 10 minutes de la fin. Même à Lille, où le gym menait à la mi-temps, là finalement, on sent qu'il est en train de se passer quelque chose finalement. Il se passe quelque chose dans cette équipe de l'OGC Nice. On va voir si le classement de cette Ligue 1, donc, pour voir que bien l'OGC Nice est toujours sur le podium de journées consécutives, donc que Nice est sur le podium, à égalité toujours avec l'AS Monaco qui a cartonné face à Nantes 7-1. Monaco du coup qui a refait un tout petit peu son retard au niveau de la différence de but, 2 buts d'écart maintenant, plus 17 pour Nice je crois et plus 15 pour Monaco au niveau de la différence de but. On regardera tout à l'heure bien qu'il y a des équipes qui se affrontent ce week-end et qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. Et donc la petite nouveauté cette saison avec toi Aurélien, c'est que l'on va parler tactique dans Gym Tonic. Tu vas me rejoindre ici pour évoquer quelques aspects de cette rencontre décidée par Francaise sur des phases de jeu, sur des choses comme ça. Une première donc dans Gymto. Je te laisse la parole mon cher Aurélien. Et donc, comme tu l'as dit, première analyse tactique de l'histoire de Gym Tonic, avec une première situation niçoise ici à la 3e minute. On voit Shaw qui est tout proche de récupérer le ballon dans les pieds de Gorgelin. 3 Niçois sont dans la surface de réparation. Derrière, avec Abdi, Loucher et Santa Maria, on est en marquage individuel. Donc la pression est mise sur les Havrais. C'est Abdi qui récupère finalement cette balle et on va le voir en 2 passes. Santa Maria va pouvoir être en position de frappe. Donc même si l'action finalement ne donnera rien au bout de 3 minutes, les Niçois envoient déjà un message fort en disant attention, ça va être très très compliqué de ressortir le ballon proprement de derrière. Ça c'était pour le début du match. Ensuite... Et puis l'action du but sur cette action, c'est Santa Maria qui va allonger ici, juste ici, qui va allonger sur Guessant qui fait un très bel appel en profondeur. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette situation. L'ancien Rennais aurait pu servir Loucher ou Laborde qui se place très très bien entre les lignes et c'est ça qui est vraiment vraiment compliqué à défendre pour les Havrais, c'est que le 3-4-2-1 de Francaise finalement sème la confusion dans les défenses adverses puisque les défenseurs doivent à la fois gérer les décrochages des attaquants et les appels en profondeur donc ici de Guessant qui libère en plus le couloir pour Jonathan Clauss. Finalement c'est Guessant qui est servi comme on va le voir dans la prochaine image. Très beau contrôle dans la surface de l'Ivoirien qui a 2 possibilités, soit Clauss derrière lui ici, soit Gaëtan Laborde juste là et c'est le deuxième qui sera choisi. Et derrière, l'ancien Montpellierin qui se fait pas prier pour marquer son 9e but en Ligue 1. Il est très très en forme. C'est son 3e but sur les 3 derniers matchs de championnat. Effectivement, très beau but de la part de Gaëtan Laborde sur ce bon service d'Evan Guessant. Derrière, on est 1 minute et 41 secondes du coup. Après cette ouverture du score niçoise, encore un très bon appel d'Evan Guessant qui va se mettre à hauteur de ses milieux de terrain. Il aspire avec lui le latéral gauche du Havre, Yanis Zouaoui, qui du coup va être obligé de sortir sur l'Ivoirien. C'est le pauvre Soumaré, milieu gauche de formation, qui va être obligé de défendre sur Jonathan Clauss. Et là déjà que c'est difficile de défendre sur l'international français. C'est pas son poste, il va se faire aspirer. Laborde monopolise le défenseur central comme on peut le voir ici. Et là, le déplacement de Clauss est tout tracé. Le temps d'avance ne sera jamais perdu. Clauss adresse un très très bon centre sur Shaw, rasant, qui oblige le pauvre King Koué à marquer contre son camp. 2-0, 2 actions d'école, 2 déplacements dans les intervalles. Et heureusement que Shaw n'a pas touché le ballon parce qu'il était peut-être en position de hors-jeu au départ, donc c'est dans le doute, il n'a pas poussé le ballon au fond des filets. Et effectivement, un temps d'avance qui est même peut-être un peu too much, tellement que les Niçois ont pris de court les Havrais sur cette situation. Donc 2-0, on se dit que les Niçois maîtrisent, sauf que à la 28e minute, Abdi est monté sur son côté gauche. C'est Barre qui est obligé de le couvrir. Seulement, il est pris en 1 contre 1 par Joujou juste ici. Santa Maria
est obligé de venir couvrir à son tour sur le côté gauche. Il laisse Louchet ici tout seul pour gérer la zone devant la surface de réparation. Il ne voit pas du coup Keshta qui est derrière lui, qui sera seul sur toute la longueur de l'action. Le Marocain va être servi. Il a tout le temps d'armer sa frappe qui va tromper Marcin Vulka, qui n'est pas vraiment exemple de tout reproche d'ailleurs il sur a cette même pas assez situation. ferme, Pas mal, ouais. Marcin Bulka sur cette intervention, et c'est vrai que Keshta met le ballon au fond des filets. Mais voilà, c'est ça le petit inconvénient avec le système à 3 défenseurs, c'est qu'une erreur individuelle et puis c'est très vite au fond des filets. Donc là, c'est une succession d'erreurs de compensation et puis de Marcin Bulka à la fin. Deuxième mi-temps, toujours 2-1 pour les Niçois. On est passé à 4 derrière, ici, avec quelques changements de la part de Francaise pour solidifier un petit peu le score. L'objectif, là, à cet instant, c'est vraiment le catenaccio, tout verrouillé pour essayer de garder le score. Sauf que pour ça, il faut resserrer les lignes, et on voit que Shaw, ici, est en retard sur son retour défensif. Il laisse Melvin Barr, finalement, seul, face à 3 vrais côté gauche. On va voir que, finalement, l'action ne donnera rien, mais heureusement, c'est un moindre mal pour les Niçois, qui se sont fait un petit peu peur sur cette situation. Finalement, le coaching gagnant de Francaise va être illustré par Boga, juste ici, qui va trouver Ndombele, encore une fois seul dans l'intervalle. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette rencontre. S'il y a un point tactique à souligner, c'est que les déplacements niçois dans l'intervalle ont amené les 3 buts. Ouais, n'en donne pas trop au Montpellier quand même. Bien sûr, quand même. Pour dimanche. Quand même, mais ce qu'il faut souligner, c'est encore une fois le bon apport en plus de Ndombele qui vient de rentrer en jeu. Voilà, derrière Kinkoué, pareil, encore lui malheureusement qui sait pas quoi faire. On ne sait pas s'il faut sortir sur l'ancien Lyonnais. Boga a continué son appel, et puis derrière c'est du gâteau, il va fixer et trouver Sofiane Diop qui lui aussi est tout seul juste ici. Et pour conclure et marquer le 3e but et sceller cette rencontre. Voilà donc pour la séquence tactique d'Aurélien. Merci beaucoup, tu t'en es très bien, très bien. sorti. Et on voit, c'est vrai, Léandra, que le football, ça ne s'invente pas, ça se travaille. Et c'est des choses qui doivent effectivement être travaillées et retravaillées et remâchées par Francaise à l'entraînement. Puis c'est beaucoup plus facile à travailler maintenant qu'il y a du monde à l'entraînement, maintenant qu'il peut enchaîner avec une équipe type sur chaque match. Donc là, c'est sûr qu'on voit des automatismes qui sont de plus en plus en train de se créer, notamment les affinités entre Laborde, Guessant, vraiment tout ce secteur devant qui fonctionne très bien, et même sur les replis défensifs, parce que ça fait le travail aussi de ce côté-là. Donc oui, on voit la patte Francaise. Ah, la patte Francaise, on en a parlé dans le point tactique. On va évidemment évoquer Jérémy Boga dans le focus. On y va. Super top de cette fin de saison, Jérémy Boga, pourquoi pas, parce qu'il va être difficile d'aller gagner sa place, tant Evan Guessant, Gaëtan Laborde et Mohamed Ali Chaud sont performants, et même Sofiane Diop sont performants sur le front de l'attaque niçoise. Mais bon, c'est vrai, Antoine, on a vu que là, cette rentrée de Jérémy Boga a pris une blessure, où on attendait peut-être aussi un peu plus de lui cette saison, on regardera ses stats tout à l'heure, mais là, c'est un apport qui fait du bien à l'OGC Nice. Un apport qui fait du bien, bon, il a fait une action, donc, c'est déjà pas mal. Oui, il a joué 1 minute contre Lens et il a fait 9 minutes contre Le Havre. Après, il est rentré dans des conditions, on va dire, un petit peu idéales où Nice jouait en contre, et c'est effectivement ce qu'il apprécie le plus sur son côté, puisqu'il a de l'espace. Après, il fait une action superbe. Il trouve très bien Ndombele qui lui renvoie, il trouve parfaitement Diop. Il a levé la tête, bon, il était frais. Donc aussi ça peut jouer. Alors effectivement, en tant que super sub, il peut, je pense, apporter, puisque c'est vrai que quand il joue tout le match, souvent il s'éteint au bout d'un moment en deuxième période, ce qui est dommage. Et je pense qu'après sa blessure, là, pendant 2 mois, on l'a plus vu, il peut revenir en pleine forme, et ça nous ferait du bien, parce que là aussi, lui, ses stats sont pas très bonnes cette saison. Alors, on va les regarder en même temps que tu parles, ces stats de Jérémy Boga. Je crois qu'il a 12 matchs, 2 passes décisives seulement en Ligue 1. Une passe décisive, tu vois, et 2 buts. C'est le contraire. 2 buts, c'est en Coupe d'Europe. Ouais, c'est en Coupe d'Europe. Voilà. Et une passe décisive seulement en Ligue 1, donc tout ça, c'est toute compétition confondue, et il a débloqué son compteur en Ligue 1 par cette passe décisive. Ouais. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on attendait quand même beaucoup plus de Boga cette saison, puisqu'il avait parfaitement terminé la dernière saison. Sur les 6 derniers matchs, il avait été décisif à chaque fois, avec 2 buts et 4 passes décisives. Et on pensait qu'il allait poursuivre sur cette lancée cette saison, ce qui n'a pas été le cas. Donc on espère qu'en deuxième partie de saison, il soit très performant, et
notamment en tant que super sub, là, quand il rentre, il est frais, ça peut effectivement faire la différence. Serge, ça va vite au football, parce que Jérémy Boga, c'était l'atout numéro 1, peut-être offensif, il y a quelques matchs encore, ou la saison dernière de l'OGC Nice, et là, se dire que Oui. c'est en tant que remplaçant qu'il va peut-être apporter cette fin de saison. Comme quoi, il faut éviter les conclusions trop hâtives, Ouais. n'est-ce pas? Ouais, ouais. Non, Boga, oui, pour moi, c'est un peu une énigme, parce que c'est vrai que je pense que c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif. En 1 contre 1, il a une super technique, il pourrait jouer dans des super clubs européens, je pense. Il était pas La Roma le voulait, on se Voilà. souvient. Par contre, c'est vrai que même avant sa blessure, il s'est un peu éteint. Ouais. Alors, est-ce que c'était justement les prémices déjà de sa blessure? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que l'année dernière, il a fait des super matchs. Et là, en effet, alors je ne sais pas où est le problème. C'est pas un problème tactique, technique, parce qu'il a. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Ouais. Mais c'est vrai qu'il pourrait apporter beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il joue beaucoup par séquence. Donc, maintenant qu'on a suffisamment de quoi faire sur le terrain, on a un super remplaçant. C'est génial. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui est un peu bloqué en fin de match, on fait rentrer un Boga et on sait qu'il va se passer quelque chose. Ouais, Après, il faut qu'il accepte ce statut-là aussi, parce que c'est quand même un joueur qui, si justement il était plus régulier, ne devrait pas être à l'OGC Nice. Donc ça va être tout la problématique là, de cette fin de saison, avec un seul match par semaine, avec un effectif très complet, de savoir comment on va gérer tout ça. Des joueurs comme Sofiane Diop, par exemple, qui enchaînait tous les matchs ces derniers temps et qui a été remisé sur le banc, plutôt par choix tactique finalement, et par les performances de Mohamed Ali Chaud aussi. Donc voilà, il va falloir aussi que ces joueurs-là, Jérémy Boga qui n'est pas habitué au banc, est-ce que ça va dépendre de ça, son statut de super sub finalement? Et ben justement, on a posé la question à Franquet, ce que doit faire Jérémy Boga pour être plus qu'un super sub sur cette fin de saison. Écoutez la réponse du coach niçois devant la caméra de Philippe Bertini. Il y a des choix parfois qui sont plus compliqués parce que, bien sûr, que des fois, il y a 13, 14, 15 joueurs qui mériteraient d'être dans le 11. Voilà. Mais je peux en mettre que 11 au départ. Mais après, ce qui me compte, c'est que ceux qui sont amenés à finir les matchs rentrent bien, voire très bien. Et quand je vois comment sont rentrés, on prend l'exemple de Jérémy et de Sofiane, notamment ces deux-là, mais Tanguy est bien rentré aussi la semaine dernière. Et Pablo sur 3 minutes ou 4 minutes, et il a fait ce qu'il fallait faire aussi. De toute façon, si on veut continuer à aller haut, j'appuie, mais il faut que les 22 ou 23 qui s'entraînent ou qui sont en mesure de s'entraîner là, de joueurs de champ, soient concernés. S'ils sont concernés, on sera plus fort. Voilà, tout le monde doit être concerné dans cette fin de saison, y compris ceux qui vont avoir peut-être un peu moins de temps de jeu, mais qui vont rentrer en cours de match pour apporter quelque chose. Et Jérémy Boga et Sofiane Diop, évidemment, l'ont prouvé, même Tanguy Ndombele et même Pablo Rosario, qui avait fait une tête de dégagement en fin de match pour éviter le feu dans la surface niçoise. C'est évidemment mieux d'avoir autant de choix pour Francaise pour construire son effectif. En parlant d'effectif, on va faire le point sur les notes de Nice Matin dans le Gymtomètre. Léandra n'était pas là, donc on s'est dit on va pas faire de gymtomètre sans Léandra, c'est elle la reine du gymtomètre, c'est elle la reine des notes dans Nice Matin. Donc on t'a attendu, ma chère Léandra, que tu dessoules de ta tequila pour nous parler un peu des top flops, des hauts, des bas, de ceux qui sont en haut du tableau. Bah, j'espère que j'avais une vision claire au moment de le faire, mais non, mais voilà, on va déjà parler du top, avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit changement en tête. Avec Guessant qui était premier, qui a basculé, mais bon, ça se joue vraiment à 5 centièmes. Donc, mais Mohamed Ali Chaud, premier de ce classement, qui, en fait, on ne voit pas totalement son influence dans les stats, même si voilà, il a marqué contre l'OM, passeur contre Reims et Lens, mais vraiment dans tout ce qui est technique en mouvement, dans le repli défensif aussi, en fait, il apporte vraiment de la vitesse à ce jeu niçois. Rappelle-nous les modalités du classement, là, c'est jugé sur combien? Alors, les modalités du classement, donc c'est jugé sur 15 matchs sur 33. Sur 33, c'est ça exactement. Et il faut avoir joué au moins une mi-temps pour pouvoir être noté. D'accord, donc il y a des joueurs qui sont notés et qui ont que 15 matchs, et il y en a qui ont... non, pas tout le monde doit avoir 33 matchs. Non, il y a 15 joueurs qui ont 33... non, il y a peu de joueurs qui ont 15 matchs. Il y a 15 joueurs qui ont 15 matchs, qui font partie de ce classement. Par exemple, si on avait compté sans donner de... Voilà, sans contrainte, entre guillemets, c'est Baptiste Santamaria, la recrue qui serait premier de ce classement, parce que il est à 6,20 de moyenne en 5 matchs. Donc en fait, il n'a jamais eu moins de 6 sur les 5 matchs qu'il a joués. Donc vraiment un apport très important depuis son arrivée au mercato d'hiver. Mercato qu'on
qu'on dénigre un petit peu, mais pour le coup, c'est quand même une belle affaire. Ce qui est intéressant en reliant dans ces top 3 et top 4, puisqu'il y a 2 joueurs à égalité, Diop et Laborde, et avec Evan Guessant et donc Mohamed Aïcho, c'est que ce sont que des joueurs offensifs. C'est ça, c'est un peu la caractéristique finalement des équipes de Francaise. Je vais encore revenir dessus, mais c'est vrai que c'est forcément toujours des équipes, on l'a vu à Lens, qui sont portées vers l'avant. C'est pas forcément étonnant que les joueurs offensifs tirent leur épingle du jeu. Après, évidemment, on aurait pu mettre Dante, etc., qui ne démérite pas, comme d'habitude d'ailleurs, cette saison. Mais les joueurs offensifs, et surtout en particulier Shaw, Laborde, Guessant, etc., amènent vraiment quelque chose de supplémentaire à cette équipe par rapport à l'année dernière avec Farioli. Et c'est évidemment logique de les retrouver en haut de ce classement. T'es étonné de voir Shaw numéro 1 quand on connaît l'apport de Guessant, ça sera l'objet de notre pour-compte tout à l'heure. Mais, Ouais, un petit peu. ouais, moi aussi j'étais un petit peu étonné. Un petit peu étonné, parce que Shaw, moi je le trouve effectivement percutant. Il apporte de la vitesse avec ses dribbles, etc. Mais Guessant, je pense qu'il fait quand même une meilleure saison. Et Shaw, des fois, il est un petit peu, il disparaît aussi un petit peu par moment. Mais après, Bon, il y a un petit écart. Hein, Mais ce qui explique en fait ce résultat, je dirais que c'est plutôt la régularité, c'est-à-dire qu'en fait, Guessant, il fait énormément de très bons matchs, mais par contre, quand on ne le voit pas, on ne le voit pas du tout. Et donc, Et du c'est coup, pour- ça note chute. Et ça notre chute. Mohamed Ali Shaw, on va dire que ça va peut-être moins haut, mais ça va moins bas aussi. En fait, Ouais. c'est peut-être plus. Ça se fait entre 5 et 7 à chaque Exactement, fois. Quoi. Ouais, voilà. ouais, pour avoir cette note-là, on va parler de ceux qui sont en queue de classement de ce gymtomètre, Leandra. Que le classement. Alors, toujours Pablo Rosario comme au dernier classement, mais en fait, c'est qu'il n'a pas finalement eu la manœuvre nécessaire pour changer de classement parce qu'il a été blessé. Celui qui fait son apparition, par contre, c'est Buonanni, qui a eu sa chance, qui a montré de belles choses à un moment donné, mais qui a aussi disparu, qui a été moins convaincant ces derniers temps. Et puis Moïse Bombito, L'ami de Will. l'ami de Will, voilà. On va dire que Moïse Bombito, on voit un potentiel énorme. Après, on voit aussi que voilà, il est jeune, c'est sa première expérience en Europe, ça fait 1 an et demi qu'il est professionnel, donc il a encore énormément de choses à apprendre. C'est un joueur qui est très très demandeur auprès du staff pour progresser, donc il va progresser énormément et très vite. Mais pour le moment, c'est vrai que bon, il est un peu en dessous, mais c'est 4,6, c'est pas non plus. Non, c'est pas non plus catastrophique. Un mot Exactement. sur Pablo Rosario, parce qu'on sait qu'il est aimé des supporters par sa polyvalence, par le fait qu'il donne tout. Bon, bah, ça ne suffit pas parfois pour avoir des bonnes notes de la part de Leandra et de Will, manifestement. Tout à fait. C'est vrai que je m'étonne de le voir si bas. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il a quand même fait des beaux matchs. Il a bien rendu service quand il y a eu des blessés où on l'a mis un peu à droite, à gauche sur des postes qui n'étaient pas forcément les siens. Donc ça peut-être explique aussi un petit peu ses notes. Mais en termes d'exemple pour les autres et de coéquipiers, bon, je pense qu'il Non, mais mérite c'est- mieux ouais. que 4-6. Après, Serge a complètement raison. Moi, je trouve effectivement Rosario, il paye le fait qu'il a joué à des postes qui étaient pas les siens. Et c'est le couteau suisse. Et des fois, il se retrouve en porte-à-faux. Il devait jouer latéral droit, il devait jouer central, il avait dû jouer au milieu. Voilà. Donc en fait, il paye ça. Mais pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup plus de valeur que d'être le moins bien noté. Hein. Après, je le rappelle, c'est pas entre guillemets le moins bien noté dans Oui, l'ensemble de l'effectif C'est niçois. sur 15 Voilà. matchs, C'est- au c'est- moins un minimum. C'est sur 15 matchs. Et puis, Mais c'est les 15 joueurs qui jouent le plus. Donc Ouais. finalement. Et puis il a été blessé, effectivement, il n'a pas pu. Là, il revient juste maintenant, donc il paye encore les mois de novembre ou décembre où il a dû remplacer tout le monde. C'est ça. Et le problème, c'est que s'il veut remonter sa note, il va falloir qu'il soit titulaire, en tout cas qu'il joue le mi-temps. Et là, vu comme l'effectif tourne au milieu de terrain ou en défense, il y a du monde, ça va être compliqué. Ou alors qu'il sorte du classement parce qu'il n'aura pas joué assez de matchs. Mais, C'est exactement sinon, ça. C'est d'ailleurs le cas de Jérémy Boga qui est sorti du classement, faisait partie du flop je Flop crois 3. que c'était en mi-décembre. ouais. Donc on risque de ne pas le retrouver d'ailleurs dans le classement, Exactement. Jérémy Boga, s'il continue à ne pas enchaîner, enfin à ne pas avoir de titularisation. Les valeurs montantes, valeurs descendantes de ce gymtomètre, Leandra. Alors, vers la montante, moi, je voudrais saluer Tom Louchet. Tom Louchet qui était venu dans cette émission pour notre premier gymtomètre et qui était très heureux de ne pas en faire partie parce qu'il savait qu'il n'avait pas fait de bons matchs. Et finalement, au fil des matchs, au fil des titularisations, parce que lui aussi a beaucoup dépanné, il a pris confiance. Il y a ce but contre Lille à la dernière minute qui vraiment, je pense, lui a donné aussi beaucoup de confiance. Et donc Tom Louchet, il était à 4 au début, là il est monté à 5, donc un point d'augmentation, un point de gagner. Donc c'est génial pour lui parce que c'est un super mec et c'est vraiment quelqu'un qui
qui a aussi envie d'apprendre. Et cette puis, titularisation surprise au Havre, on peut dire, que au milieu, n'était tout à peut-être pas fait. attendu parmi les Oui, puis titulaires. il a plutôt fait le travail. Bon, il est un Non, peu mais tendre gros, sur gros le but, mental mais, quand même, parce qu'il s'accroche, même si des fois Exactement. il le sait, je pense qu'il fait des performances qui sont peut-être un peu en deçà, mais il s'est accroché et puis moi j'ai l'impression qu'il mérite vraiment sa place, hein. Vraiment, et c'est une bonne doublure en tout cas. Bah, je pense qu'il a pour lui une très grande intelligence déjà tactique, Tactique. mais aussi, je pense, sociale dans la manière d'appréhender les entraînements et d'appréhender aussi les déceptions, parce que moi j'avais quelques retours comme quoi voilà, il aurait aimé contre Marseille être titulaire parce qu'il sortait d'un gros match juste avant, mais voilà, il sait que c'est un jeune joueur, qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre, qu'il y a de très bons joueurs autour de lui, donc Ouais. il en profite pour progresser. Et quand on voit les images du vestiaire, à chaque fois à la fin, même quand il joue pas, on le voit, c'est le premier sur la table, enfin, ou à Tout à côté, Cette à fraîcheur. fêter la victoire. Voilà, on sent qu'il est complètement intégré dans le groupe. Et la valeur descendante... Attends, juste Aurélien, pardon. peut-être, Ouais. tu voulais parler de Loucher, peut-être? Puis c'est pas anodin, justement, en parlant de Loucher, d'être titulaire dans un entrejeu comme ça, quand on a Ndombele, Santa Maria qui vient d'arriver, etc. C'est que le coach voit qu'il a une intelligence et il vient compenser aussi souvent les montées de ses coéquipiers. Donc non, je pense que c'est un joueur très intelligent et qui peut s'inscrire dans la durée s'il a l'envie, et je pense qu'il l'a. Et il a une grosse frappe de balle aussi, hein. Il a prouvé un petit peu, je crois qu'il avait fait une barre transversale à Elfsborg, il me semble. Enfin, vraiment, c'est lui qui en ce moment amène quelque chose aussi dans l'apport offensif. Bon, on parle de la valeur descendante, cette fois. Valeur descendante, Ali Abdi, mais c'est parce qu'il avait commencé tellement haut aussi à son arrivée. Il faisait pas partie du classement, mais il était déjà à 6-1, 6-2, pareil comme Santa Maria. Il faisait des très très bons matchs, il marquait des buts. Enfin, et puis il y a cette blessure, comme il l'a confié en conférence de presse, ça a aussi été un petit coup d'arrêt pour lui. Donc là, il remonte en puissance, il enchaîne les matchs, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas comme on l'a connu il y a quelques mois. Et pourtant, il a prolongé cette semaine. Il a Jusqu'en prolongé 2027. jusqu'en Il était 2027, ouais. heureux tout à l'heure en conférence de Heureusement presse, qu'il a de- prolongé avant l'émission, hein. Non, mais après, c'est un petit coup de mou pour Un Ali petit Abdi, coup de je suis mou, sûr exactement. qu'il va être flamboyant face à Montpellier. Mais c'est un beau message du club aussi, Oui, en plus, un beau signal de confiance aussi de l'avoir prolongé. Il était arrivé sur un petit contrat de 2 ans, là il prolonge une saison supplémentaire avec une revalorisation salariale un peu plus, comment dire, au niveau du joueur qu'il a montré depuis le début de la saison. C'est complètement Joueur de mérité. Ligue 1. Mérité pour effectivement Ali Abdi. Le classement général de ce gymtomètre, et on va voir donc bien, effectivement les 4 premières places sont occupées par des attaquants, mais derrière, eh bien, Dante, Bar, Boudaoui, milieu défensif, Ndei Chimie également sont là, la 10e place de Jonathan Kloss, et donc Pablo Rosario qui pour le moment ferme la marche de ce gymtomètre, mais tout peut encore évoluer. On voit Ndombele aussi. Ouais, ça plonge un petit peu. Ça plonge un petit peu, pour forcément. Ndombele. Si physiquement il est pas à 100%, c'est sûr que ça va être compliqué. Et puis Jonathan Klaus, qui je pense mériterait d'être un peu plus haut dans le classement. Après, il est un peu pénalisé parfois par des oublis défensifs. Ne figurent pas évidemment dans ce gymtomètre, eh bien les Jérémy Boga, les Abdelmonem qui n'ont Et pas Youssoufa encore. Moukoko. Moukoko, oui, on n'en parle même pas, lui il mériterait je pense la dernière place s'il avait joué un petit peu plus. Voilà donc pour ce gymtomètre qu'on retrouvera avec plaisir évidemment le mois prochain avec toi, ma chère Léandra. On continue à parler des attaquants dans le pour-contre. Il n'a pas marqué face au Havre, mais il a été dans tous les bons coups malgré tout. Le gym est-il dépendant d'Evan Guessant? Y a-t-il une dépendance, une Guessant dépendance dans cette équipe de l'OGC Nice? Puisque c'est ta première, mon cher Aurélien, on va brûler la priorité à Léandra, d'accord? Et tu vas d'abord exposer tes arguments donc sur la Guessant dépendance ou pas du gym. Ne sois pas trop bon. Mais d'abord, avant toute chose, bon, moi je suis contre du coup. Je pense que Guessant est évidemment essentiel. De là à en être dépendant, je ne pense pas. Il y aurait un moment de la saison où effectivement j'aurais pu dire oui, grosso modo jusqu'au derby contre Monaco. C'est à ce moment-là, donc c'était le 27 octobre, j'ai noté. C'est à ce moment-là que Laborde marque. Donc en plus, il donne la victoire à Nice sur ce derby et où l'équipe commence véritablement à reprendre confiance. C'est un peu le tournant de cette saison, j'ai l'impression. En tout cas en Ligue 1. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti l'équipe qui commençait à
se détacher un peu de la dépendance à Guessant. Comme Léandra d'ailleurs l'a dit sur son papier du jour, Nice est la seule équipe avec Paris qui a 3 buteurs différents à plus de 6 buts en Ligue 1. Ça prouve quand même quelque chose, c'est pas anodin, on parle tout le temps de l'attaque de l'OM, etc., mais finalement du côté de Nice, les stats sont là, on peut s'appuyer sur des joueurs qui sont essentiels, donc Shaw, Diop, Laborde, etc., et qui peuvent très bien suppléer Guessant tactiquement et même physiquement, donc sur beaucoup d'aspects du jeu. Et je pense même que, pour faire une comparaison, que Monaco est plus dépendant d'un Biarrette qui vient d'arriver là il y a un mois et qui est déjà meilleur buteur de l'équipe en Ligue 1 avec 7 buts, que Nice est dépendant de Guessant. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de soucis offensifs à Nice comparé à Monaco, donc c'est pour ça que je pense pas qu'il y ait une dépendance en fait. Voilà pour tes arguments. Aurélien, Léandra, à toi de l'assassiner. On va essayer, mais je ne suis pas comme ça, tu le sais. Non, pour moi, Avec le sourire. c'est déjà pas un hasard si Evan Guessant il a été titulaire lors des 22 matchs, 22 premières journées de championnat. C'est-à-dire que Francaise, il le sait, c'est peut-être avec Dante les premiers noms qui couchent sur son 11. Donc cette dépendance, pour moi, elle se voit dans les chiffres. Ce chiffre que je viens d'énoncer, mais aussi Evan Guessant, c'est le meilleur buteur de l'OGC Nice avec 10 buts. C'est le meilleur passeur de l'OGC Nice également avec 7 passes. Il est impliqué sur 15 buts de l'OGC Nice en 22 journées de Ligue 1, donc sur un tiers des réalisations de l'OGC Nice, 44 buts. Donc c'est quand même énorme au niveau statistique. Et au-delà de ça, moi je le vois aussi dans le jeu. Je le vois on voit qu'en fait il y a un OGC Nice avec et sans Evan Guessant. On l'a vu contre Toulouse à sa sortie. On l'a vu lors d'élimination de la Coupe de France contre Saint-Brieuc. On l'a vu à chaque fois en Ligue Europa au moment où Evan Guessant avait besoin de souffler. Parce qu'il fluidifie le jeu, parce qu'il va chercher les ballons, parce qu'il aime aller les gens dans le cœur du jeu, parce qu'il dégage un sentiment de puissance. En fait, Nice n'a pas la même flamboyance avec et sans Evan Guessant. Evan Guessant, c'est un peu le joueur qui va dicter le tempo, parce qu'il sait quand il doit garder le ballon dans son dos, et il sait quand il faut accélérer le jeu également. On a vu contre le Havre aussi à quel point il est capable d'aspirer les défenses par ses déplacements. Donc pour moi, oui, l'OGC Nice, et Evan Guessant dépendant. Serge, ton avis là-dessus sur Evan Guessant et la dépendance peut-être de l'OGC Nice. C'est vrai que l'OGC Nice peut-être joue mieux, fait plus peur aussi peut-être aux adversaires avec Evan Guessant sur le terrain. Oui, c'est vrai. Enfin, ça dépend. C'était une petite blague, mais bon. Non, je pense que le gym n'est pas dépendant. En effet, comme tu viens de le dire, les autres joueurs, les autres c'est Aurélien attaquants qui a dit que le gym n'était pas dépendant. Ouais. Oui, non, mais par rapport à la complémentarité, au fait qu'il y a de nombreux joueurs, attaquants qui ont marqué. Par contre, Guessant est unique dans ce qu'il apporte. Shaw n'a pas la même puissance. Laborde, c'est plutôt un joueur qui est un finisseur. Et c'est vrai que lorsqu'on a en face de nous une équipe qui joue un peu bas, pour percuter, pour transpercer ses défenses, Guessant y arrive, quoi. Pourtant, c'est vachement compliqué. Alors, il y en a pas mal des équipes comme ça en Ligue 1 en plus. Donc c'est vrai que sans lui, contre des équipes comme ça, je pense en effet qu'on peut être dépendant. Sur des matchs où en effet il y a peut-être des équipes un peu plus équilibrées, là en effet peut-être qu'on sera moins dépendant. Guessant, il fait penser à un joueur que ceux qui ont connu les années 80 pourraient se souvenir, c'est Jules Bocandé. J'allais te le dire. C'est exactement la référence que j'allais te donner. C'est ça, cette puissance-là qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors il est puissant, mais maintenant, en plus, il a toujours été puissant. Maintenant, il est à droit. Alors que jusqu'à présent, c'est vrai qu'il manquait un petit peu d'adresse. Aujourd'hui, il est puissant, il est à droit. Il manque plus qu'il fasse des retournées comme Jules. Oui. Voilà. Oui, côté spectaculaire qu'il y a vu Jules Bocandé. Mais c'est vrai qu'il est très, très impressionnant. Antoine, qui t'a convaincu le mieux dans ce premier pour-contre entre Aurélien et Léandra? Moi, je suis plus du côté de Léandra, ce côté-là, parce qu'elle m'a menacé déjà. Évidemment, c'était sûr ça. Voilà. Je croyais que tu allais voir le point comme ça pour ta première. C'est corrompu. Voilà, oui, tout à fait. J'ai été menacé par Léandra. Aurélien, il aura mon point dans quelques semaines ou quelques années s'il continue avec nous. Voilà. Et non, mais ensuite, je trouve que c'est quand même difficile à répondre à cette question parce que Guessant a quasiment fait tous les matchs.
Donc à part contre Saint-Brieuc et contre Bodo-Glimt, je crois, où il n'a pas joué. Et effectivement, on l'a vu quand même que quand il était plus que sur une jambe à Toulouse après avoir obtenu le penalty, le jeu du gym s'est sacrément quand même liquéfié. Et puis, comme disait effectivement Serge, il a un style unique. Il a un style unique et il peut comment dire, débloquer des situations qu'un autre joueur ne ferait pas grâce à sa puissance. Et en fait, pour moi, c'est un peu le Thuram de l'attaque. Enfin, que lui, Thuram était au milieu de terrain, Khéphren Thuram, où il perçait les lignes, etc. Et lui, il le fait en partant du milieu offensif et en allant jusqu'à l'attaque, et il peut éliminer 3 défenseurs. Et pour ça, il a un style unique. Et pour moi, c'est pour ça que Nice est quand même dépendant de Guessant s'il veut perforer effectivement ces blocs bas que Nice rencontre souvent. Voilà donc pour ce débat autour d'Evan Guessant et ce pour contre. On passe à l'indiscret. Un indiscret où l'on va revenir, ma chère Leandra, sur bien tout ce qui se passe autour des droits télé, ce que l'on a vu cette semaine, les révélations du journal L'Équipe et cette fameuse réunion du 14 juillet que l'on a vu après en visio par l'intermédiaire d'un reportage du journal de France 2 avec bien cette guéguerre entre présidents de clubs, entre Nasser El Khelaifi d'un côté, Vincent Labrune et ses partisans, dont fait partie donc Jean-Pierre River et puis le président de Lens et John Textor également qui sont plutôt dans l'opposition. Alors, quelle est aujourd'hui la position de Jean-Pierre River par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai qu'il est associé manifestement au clan Labrune, Nasser El Khelaifi. Où se positionne Jean-Pierre River dorénavant? Alors, je dois commencer par dire que je ne l'ai pas eu directement, donc là, ce que je vais vous raconter, c'est oui, parce qu'aucun président de club ne veut réagir. Hein, à part John Textor aujourd'hui dans l'équipe, aucun président de club ne veut réagir officiellement à tout ça. Donc voilà, donc je ne vais pas parler en son nom, mais dans son entourage. Voilà, exactement, de ce que j'ai pu récolter dans son entourage. Donc forcément, il est en colère un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment, parce que voilà, lui avait appelé lors de cette fameuse réunion du 14 juillet à ce que tout reste un petit peu à l'intérieur de cette réunion, et au final, on voit que dès que ça commence à partir un petit peu, il y a forcément des fuites, hein, on connaît la méthode. La taupe. Exactement. Après, il sait que dans ce genre de situation, il faut rester calme, très calme, parce que dans ce panier de crabes un petit peu, on a vu que Jean-Pierre River, il se positionnait un petit peu comme un médiateur. Comme tu l'as dit, Mika, plutôt partisan du côté Vincent Labrune, Nasser El Khelaifi, mais il n'a pas coupé le contact avec les autres présidents de club. Il a quand même de bonnes relations avec tout le monde. Après, lui, qu'on l'accuse d'être un petit peu à la botte de Nasser El Khelaifi, en tout cas, il trouve ça un peu caricatural. Je pense que voilà. Pourtant, c'est Nasser qui demande à Jean-Pierre, sors-moi de cette réunion. Parce que c'est son rôle de médiateur, effectivement, ce jour-là. Exactement. Donc aujourd'hui, il n'est pas du tout, comment dire, il n'est pas du tout question de prendre ses distances avec Vincent Labrune. Ce que d'autres présidents auraient pu être tentés de faire, parce que voilà, on sent que la situation, elle échappe un petit peu. Le bateau écoule un peu quand même. Hein. À tout le monde. Lui, il pense toujours que le choix de DAZN et de beIN Sport, des 100 millions de beIN Sport, à l'instant T, c'était le bon choix. Alors évidemment, il y a des erreurs qui ont été faites, notamment en marketing, avec cette annonce de cet abonnement à 30 € qui a fait fuir les... 39 Non. 29 €. Ah, c'est 29 39 €. 39 même à un moment donné. Voilà, mais un abonnement très cher qui, sans abonnement, c'est ça. Qui a fait fuir les amateurs de football. Sans engagement. Exactement, qui a fait fuir les amateurs de football et qui a un peu, franchement, créé une fracture, même avec eux. Et ces amateurs-là de football, vers où ils sont allés? Vers les sites de streaming illégaux, vers l'IPTV notamment. Et en fait, c'est ça qui met en colère pas mal de présidents en ce moment, qui sont en colère contre l'État, finalement, de ne pas avoir tout mis en œuvre contre le piratage informatique, parce que ce piratage informatique, ça fait perdre des abonnés, et a priori, ça fait perdre beaucoup de millions d'euros aussi. Les pertes, elles sont autour de 280 millions d'euros. Et d'ailleurs, DAZN est en train aussi d'attaquer la LFP par rapport à ça, en disant « vous ne nous avez pas assez aidés dans ce combat-là ». Donc DAZN se retourne contre la Ligue, qui se retourne contre l'État. Donc on voit que c'est quand même un cercle un petit peu vicieux, on va voir dans quel sens ça va tourner.
Mais voilà, lui, il estime que l'État, entre guillemets, ne fait pas son travail. L'Arcom n'est pas assez armé pour lutter contre le piratage et qu'a priori, ça serait le plus gros problème actuellement. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait, beaucoup de réunions en ce moment. Je pense que le téléphone chauffe Ouais, pas ça mal. chauffe, ouais. Celui qui est dans le club, exactement. ils ont un groupe WhatsApp aussi qui C'est chauffe. ça. Mais en tout cas, il n'est pas réellement. Ils question. cherchent la taupe. Mais il n'est pas question aujourd'hui de prendre ses distances par rapport à Vincent Labrune. Voilà, ça c'est la première info que l'on peut vous donner aujourd'hui. Pour l'instant, la fidélité de Jean-Pierre River auprès de Vincent Labrune. Serge, en tant que supporter, en tant qu'amateur de football, c'est vrai que c'est un peu excusez-moi l'expression, mais un peu le bordel aujourd'hui à la Ligue et au niveau de ses droits télé. Là. Oui, enfin, on parle de football, mais finalement, on est loin du football hein, quand on entend tout ça, malheureusement. Bon, c'est un peu fort de café d'entendre dire que le problème du football français, c'est lié au piratage, quand même. Parce que c'est toujours la faute des autres, hein, mais le piratage, que ce soit en Angleterre ou en Espagne ou en Italie, j'ai jamais entendu parler qu'il y avait un problème de droit TV qui était biaisé par rapport au problème de piratage. Donc, il faut s'excuser, quoi. Mais oui, c'est simple que dans les autres pays, beaucoup plus de choses sont faites justement pour lutter contre ça. Ouais. Bah, En après, Italie, ils arrivent à bloquer 18 000 sites. Ouais, par exemple, mais le l'année week-end. dernière, quand tu avais Amazon et le prix de l'abonnement était beaucoup moins cher, il y avait beaucoup moins de gens sur IPTV ou sur Et je te confirme que Periscope. c'était bien 39 € au Ouais, départ, voilà. l'abonnement. Donc sans énorme. c'est ça le problème aussi, hein, ça a été le prix de départ. Hein. Exactement. Et après, DAZN reproche aussi au club de ne pas jouer le jeu, ce qui n'est pas le cas de l'OGC Nice apparemment, puisque Bah en fait, oui, l'OGC Nice a fait, et par l'intermédiaire de Jean-Pierre River, qui croit du coup et qui... Il y a un partenariat. Hein. Oui, voilà, justement, partenariat. et le club a fait, enfin en tout cas, DAZN et le club ont noué un partenariat justement avec la promesse d'ouvrir un petit peu plus les coulisses du club, C'est ça, c'est ce que veut d'offrir DAZN. aussi des abonnements moins chers aux supporters de l'OGC Nice. Donc, Jean-Pierre River joue le jeu. a joué le jeu, ça c'est clair. Mais bon, ça sent quand même pas bon cette Non, histoire pas de du tout, DAZN pas du tout. reliant là, parce que c'est vrai que là ils demandent 573 millions à la Ligue, il y a cette fameuse clause de sortie, s'ils n'ont pas 1,5 million d'abonnés, ils en ont que 500 000, ça sent la fin quand même. Bah, depuis Mediapro, on voit que c'est vraiment le foutoir complet. Franchement, cette situation-là, elle n'est pas près de se régler. Après, c'est vrai que le directeur de DAZN France avait expliqué que justement, en France, l'Arcom faisait en 3 ans et demi ce que l'Italie réussissait à faire en un week-end ou en une semaine en termes de contrôle, de blocage des sites pirates, etc. Mais évidemment, le problème ne vient pas de là. Le prix démentiel des abonnements est forcément la cause principale du piratage. Et là, je parle en tant que consommateur de football, et personne, je pense, n'a envie, et moi y compris, de payer 40 € pour regarder du foot. Ne serait-ce que la Ligue 1. Pour regarder le Reims-Nance du dimanche. Ouais, à la télé, quoi. Non, puis le foot français s'est vu un peu trop beau à un moment donné, en Oui, pensant sûr, qu'il aussi. valait 1 milliard d'euros, en pensant aussi qu'ils étaient meilleurs que Le Canal+. milliard aux Alouettes, les titres d'équipe. Donc voilà, après avoir... Non, puis aussi la qualité des retransmissions, hein, excusez-moi. hein, Bon, voilà. alors, Il y a eu beaucoup de mauvaises décisions, en tout cas. On dévie un peu, mais là, concernant l'OGC Nice, donc pour l'OGC Nice, c'est bien Jean-Pierre River, est toujours droit dans ses bottes, toujours au soutien de Vincent Labrune, et il essaye justement, au contraire, d'améliorer les choses avec le partenaire qui est DAZN, en essayant d'ouvrir un petit peu plus les coulisses du club, en faisant ses partenariats et en aidant le diffuseur pour le moment. Dans cette guéguerre aussi entre tout le monde. Il y aura une réunion à la FFF le 3 mars, il me semble, Ouais. pour voir tout ça. Juste Pour rajouter terminer. un petit mot, l'application DAZN est catastrophique. Hein. À chaque fois qu'on veut remettre sur un match, ça revient. c'est pas la faute de Jean-Pierre River. Non, c'est pas la faute de Jean-Pierre River, mais il faut le dire aussi que le produit, l'outil n'est pas bon. Et on peut pas revoir un match, on peut pas faire marche C'est une arrière sur chaîne un match. qui a été difficile à se monter Et en 2 semaines. Peu ils ont importe. prévu- Oui, Là, ça a été ils ont eu précipité. le temps quand même de remettre les choses en ordre depuis le temps qu'ils sont en place. Donc non, moi je trouve. Voilà, ce qui me rassure, c'est que tu es abonné à DAZN. Enfin, le service des sports est abonné à DAZN. Le service des sports est abonné à DAZN, et ça me rassure pour évidemment Mais il voir a les quand même matchs l'IPTV. de l'OGC Nice, l'IPTV étant évidemment interdit. Bien sûr. Pour tout le monde. Nice-Montpellier, allez, on va revenir au terrain, évidemment, avec cette passe de 3 à faire, pourquoi pas, pour les Niçois. 3 victoires consécutives, hein, puisqu'il y a eu Lens il y a 15 jours, Le Havre la semaine dernière, et donc pourquoi pas contre Montpellier. Il serait bien inspiré, les Niçois, de battre cette équipe de Montpellier, qui leur avait posé des problèmes au match aller.
Ah oui, à l'aller. Alors, poser le problème dans le jeu, non, parce que Nice avait totalement largement dominé ce match et aurait dû le tuer avant. Et puis au final, a été puni parce que justement, on en a parlé, c'était une période où il n'y avait pas de banc, une période où les joueurs étaient aussi lessivés physiquement et ça n'avait pas tenu jusqu'au bout. Donc, ils avaient ramené ce nul de 2 qui avait été très frustrant, très, très rageant. Après, on va dire que l'équipe de Montpellier a aussi beaucoup changé, même si elle a Ça change battu. d'entraîneur, déjà. Elle a changé. Non, elle a pas changé d'entraîneur. Gasset était déjà là. Oui, Ouais. c'est vrai, Gasset était déjà là. Elle a changé Exactement. d'attaque. Ouais. Oui. Et voilà. Et elle a, en Elle fait, dit de l'or, on et en justement, reparlait tout à par l'heure. rapport au droit télé, Montpellier a énormément vendu au mercato d'hiver, et notamment 3 attaquants phares, donc Accor Adams à Séville, Moussa Altamari, et puis Arnaud Nordin à Mayence. Bon joueur. Donc, Nordin. T'as Marie à Rennes, non? Tamari à Rennes, tout à fait. Donc c'est déjà des grosses ventes, et puis là, Montpellier arrive à Nice avec énormément de blessés. Ouais. Notamment en défense, il y a une dizaine de blessés en tout, mais la défense, ça va être assez cataclysmique. Serge, faut pas faire de bêtises là sur ce match contre Montpellier, faut enfoncer le clou là. Oui, après la question de Nice, si Nice est à ton niveau, il n'y aura pas de difficulté. Après la question, c'est dans quel état est Montpellier, en effet. Moi, je ne suis pas particulièrement Montpellier, mais en termes de tendance, on constate que Montpellier est plutôt une mauvaise tendance, contrairement au Havre, par exemple, qui arrive Qui essaye de à remonter un peu, s'accrocher, et en termes de mentalité, c'est différent. Voilà, après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à Montpellier cette semaine. Il y a Delors qui est revenu. Est-ce qu'il va y avoir un gain de motivation? Voilà. Après, quand le Havre est allé jouer à Lille, on n'aurait pas mis une pièce sur le Havre, et pourtant là on se retrouve dans à peu près le même type de match. On ne sait jamais, en Ligue 1 il y a tellement de surprises, et si on est sérieux, motivé, à notre niveau, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Ça pourrait passer, effectivement. On va écouter Francaise, le coach de l'OGC Nice, à propos de cette équipe de Montpellier. Oui, bien sûr que c'est une équipe qui est, elle, en difficulté. Pour autant, quand je revois notamment sa première mi-temps contre Lyon, je pense qu'ils sont plombés sur le début de la deuxième mi-temps, parce qu'ils ont fait une bonne première mi-temps, notamment un peu difficile, mais ils ont fait une bonne première mi-temps. Et c'est une équipe qui a récemment, en tout cas en janvier, donc c'est pas si loin que ça, battu Monaco, battu Toulouse. Donc de toute façon, il y a de la qualité dans cette équipe. Après, forcément, comme toutes les équipes qui sont en bas, il y a des moments difficiles, il y a des moments de doute, il manque des choses. Mais c'est une équipe qui a de la qualité, et contre nous, elle l'avait montré. Même si pendant un moment, on pensait qu'on était supérieur et qu'on a mené 2 fois. Mais ils avaient pas lâché, et comme je dis, je le répète, ils auraient pu nous battre. Aurélien, attention à l'excès de confiance quand même pour cette équipe de l'OGC 6. On le connaît, notre gym. Hein. On sait que quand tout va bien, il a tendance à se mettre une petite balle dans le pied. Il n'y aura pas les supporters de la Populaire Sud une nouvelle fois dans la tribune, donc ça va donner une ambiance un peu peut-être bizarre. Donc il va falloir prendre ce match très sérieusement. Oui, bien sûr. Déjà, l'Alliance sans la Populaire, c'est un autre stade complètement différent. Ça n'a rien à voir. Et puis, Montpellier est vraiment une équipe assez paradoxale parce qu'ils ont enchaîné 2 victoires il y a un mois de cela. On ne sait pas dans quelle forme ils peuvent arriver. Il va vraiment falloir faire attention à domicile en plus. Ils sont sur 3 défaites d'affilée. Hein, ouais. Oui, même. Et avant ça, justement, ils avaient gagné 2 matchs. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre, si ce n'est que leur défense, en plus, déjà qu'ils ont la pierre de Ligue 1, va être expérimentale. C'est sur ça clairement qu'il va falloir s'appuyer et mettre une pression d'entrée sur le dernier de Ligue 1. C'est une défaite interdite, même une victoire obligatoire à domicile. Et je vais même m'avancer un peu, Antoine, parce qu'il y a cette différence de but toujours là avec l'AS Monaco. Victoire, pourquoi pas, mais peut-être en plus avec 3-4 buts d'écart pour reprendre un petit peu de distance sur Monaco. Tu parlais d'excès de confiance juste avant. Oui, mais on est obligé quand même d'y penser, quoi, à un moment donné. Mais c'est sûr que Monaco, avec le 7-1 mis à Nantes, ils ont rattrapé le 8-0 qu'on a mis à Saint-Etienne, et donc là on est quasiment à égalité. Je crois qu'on n'a que plus 2 au niveau. Plus de buts. Plus de buts au niveau de Monaco. Ça peut se jouer là-dessus à la fin de la saison. Après, déjà une victoire, ça serait important. C'est important. 1-0, je signe, parce que bon, ça compte. Hein. Et puis après, Montpellier, malgré la saison catastrophique qu'ils font, ils sont pas morts. Ils sont pas loin de Saint-Etienne, ils sont pas loin du Havre, de Reims. Ils sont pas morts du tout. Donc ils gagnent 2 matchs, et ils sont barragistes, hein, ou ils sortent de la zone rouge. Donc ils vont jouer le coup à fond. Alors, c'est une journée de championnat assez importante, hein, puisqu'il y a des confrontations directes entre concurrents de l'OGC Nice. On va voir ça
dans un tableau tout de suite, avec en particulier donc un Lille-Monaco du côté du stade Pierre-Mauroy, Marseille qui va se déplacer à Auxerre. Ça va pas être évident pour les Marseillais, mais les Marseillais sont devant l'OGC Nice, donc pour l'instant c'est pas avec eux qu'on fait la course pour la 3e place. Nantes, Lens, Strasbourg, Brest et ce Lyon, Paris Saint-Germain. Là pour le coup c'est vrai que c'est le calendrier qui veut ça, et il y aura des confrontations maintenant entre chaque club tous les week-ends. Mais on sent que déjà avec ce Lille-Monaco, bah, il y a un coup à faire, quoi. Ah oui, clairement, il faut pas se rater, parce qu'on l'a dit, hein, quand on a vu la semaine dernière, là, il y a aucun gros qui se rate, en tout cas qui s'est raté la semaine dernière, et même avec des gros scores, donc ça veut dire que tout le monde est là dans la course. Et là, c'est le moment, oui, de montrer que Nice est à sa place, de prendre des points pendant qu'il le faut, parce qu'après, justement, comme tu l'as dit, Mika, il y a Monaco, ce match à Monaco qui va arriver, Lyon, voilà, donc il y aura des gros matchs qui arrivent, donc c'est le moment de prendre des points contre les plus petits, entre guillemets. Moi, ce qui me plaît dans le classement, quand je regarde le classement à l'heure actuelle, c'est qu'on est 3e. On peut le remettre, le classement, hein, si tu veux, Ouais, peut-être, je veux bien. pour le voir. Je dis ça à Philippe et Sophie, voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est qu'on est 3e avec 40 points et que le 7e a 33 points seulement. Donc, on a 7 points d'avance, et donc, on n'oublie pas que le top 6, c'est européen. Et que sûrement la 7e place pourrait l'être aussi si le PSG ou un des 6 premiers gagne la Coupe de France. Alors, il reste qui dans tout cela, dans la Coupe de PSG. France? Il n'y a que Paris, hein, je crois qu'ils sont tous éliminés, les autres. Et Brest. Et Brest, mais Brest, Oui, Brest peut aussi finir dans les 7. Ouais. Voilà. Donc ça me plaît. 7 points d'avance sur le 7e. Voilà. C'est pour être européen en fin de saison, c'est bien. Après, il faut viser plus haut, effectivement, si on peut. Et je pense que Nice en a la capacité, avec tous les blessés qui reviennent, et un seul match par semaine. Mais bon, déjà, c'est intéressant. Et si en plus on peut bénéficier ce week-end, il restera plus grand match après, avec 10 points d'avance éventuellement sur Strasbourg ou Lens, ça peut être. Ouais, mais on le sait, Aurélien, là, l'OGC Nice, c'est avec des champions qui visent là, cette saison. La 6e place ou la 7e place, ça n'intéresse personne. Complètement. Puis à 1-0, moi aussi je signe aussi, parce que Nice en position de chasser, c'est jamais vraiment ça. Donc il va falloir conserver cette place. C'est quand même une sacrée ligne droite qui s'annonce là, avec encore 12 matchs. Donc oui, ça va être crucial de garder la tête froide et de ne pas s'enflammer. Justement, c'est l'écueil, quoi. Ouais. Le ciel n'est pas complètement bleu au-dessus de Francaise, parce qu'on a appris quand même une nouvelle assez incroyable tout à l'heure en conférence de presse. Ça nous avait complètement échappé, et c'est vrai que bien Francaise a été suspendu 3 matchs après la rencontre face à Saint-Brieuc. Un rapport de l'arbitre, explique-nous ça un petit peu, Léandra. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors a priori, parce que moi j'étais pas à Saint-Brieuc, c'était William, mais 10 minutes après le coup de sifflet final, où tout le monde était un petit peu abattu, voire et Francaise en colère, plutôt, aurait eu des propos déplacés auprès de l'arbitrage, du corps arbitral. Exactement. Alors des propos que lui nous a dit qui n'étaient pas blessants, qui n'étaient pas injurieux, mais des propos qui ont suffi à faire un petit dossier. Et Francaise est passé en commission de discipline. On sait que la commission de la discipline de la FFF est quand même beaucoup plus sévère que celle de la LFP. Donc il a écopé d'une suspension de 3 matchs qui prendra effet à partir de lundi. Et donc il sera privé de banc contre Saint-Etienne, Lyon et Auxerre. C'est pas 3 matchs de Coupe de France. Non. Ça se cumule évidemment avec une décision assez incroyable, Serge. Parce qu'on n'avait pas vu ce qui s'était passé en plus, évidemment. On ne savait même pas qu'il était convoqué par la commission de discipline. Et là, 3 matchs pour des propos déplacés. En fait, on ne savait rien. Ouais. Et ça tombe comme ça, donc on ne sait toujours rien, en l'occurrence, à part Francaise qui dit, lui, de ne pas avoir de tenue de propos déplacés. Peut-être qu'un jour on saura ce qui s'est dit, mais je ne connais pas le barème exact, mais apparemment la FFF est plus sévère que la Ligue, mais il n'y a pas de possibilité de faire appel. Je ne sais pas si... En général, l'appel, il vous fracasse encore plus. Ah oui, on va l'écouter, Francaise, justement, à propos de cette suspension. J'ai eu des propos blessants 10 minutes après le match. Enfin, il y a eu beaucoup de monde autour de l'arbitre, et j'ai eu des propos qui ont été jugés blessants. Et donc, évidemment, je regrette, je l'ai dit d'ailleurs à l'arbitre, mais ils étaient blessants, ils n'étaient pas injurieux, ils n'étaient pas obscènes, ils n'étaient pas grossiers. Qu'est-ce que vous voulez? La commission de discipline de la FFF, ils regardent juste, ils regardent pas le contexte, ils regardent pas ce qui se passe, ils prennent, voilà. Après, j'aurais pas dû avoir ces propos blessants.
D'autant plus que je me trompais. Mais ça, je l'ai même dit en conférence de presse, parce que c'était lié au corner. Voilà. Et j'ai même dit en conférence de presse qu'il y avait corner et que je m'étais trompé. Mais entre-temps, voilà, j'ai eu ces propos blessants et j'ai pris 3 matchs à partir de lundi. Voilà, donc Francaise, 3 matchs. Ça peut compter quand même, hein, Antoine, c'est pas un sprint final encore, mais l'OGC a besoin de. Enfin, les équipes ont besoin de leur entraîneur sur un banc de touche pour donner les consignes. Et quand on connaît en plus le sens du coaching de Francaise, alors, il regardera les matchs en tribune, hein, évidemment, il sera pas très loin. Il sera à côté de toi, en tribune de presse. Peut-être, ouais, on viendra Et à côté de Léandra, voilà. Ouais, voilà. Pour les notes. Non, mais c'est pénalisant, quoi. Mais c'est pénalisant, on l'a vu notamment avec Will Steele contre de Nice-Lens. Il était en tribune et il a dit que ça l'avait quand même, ça avait rien arrangé par rapport à la prestation de son équipe qui avait été d'ailleurs horrible ce jour-là. Donc non, c'est sûr que c'est pas l'idéal, surtout que Francaise, bon, il a un lien particulier quand même avec ses joueurs, etc. C'est pas du tout un coach effacé. Donc ouais, c'est dommage et ça sera sûrement un peu pénalisant. Serge, oui, la question que je me posais, c'est qu'il est interdit de banc, mais il est interdit de vestiaire aussi, c'est ça? Vestiaire d'arbitre. Et vestiaire d'arbitre, c'est interdiction de banc, de vestiaire d'arbitre et officiel. D'accord. Il peut aller dans son vestiaire, je pense. Est-ce qu'il peut aller dans son vestiaire? Je crois qu'il peut aller dans son vestiaire. Il peut faire les conférences de presse d'après-match aussi, ça, il a le droit. Mais il ne peut pas être sur le banc pour donner ses consignes. Bon, ça marchera avec ses adjoints, évidemment. Lui prêter votre oreillette. Oui, il y aura l'oreillette. Et il pourra faire la tactique avec Aurélien en tribune de presse. Exactement. Ah ben oui, voilà. On va juger un peu tactique tous les deux. Là. Parce qu'on va en retour. Alors, comment ça, Jimto, vous décortiquez la tactique de Francaise? Bon. La Francaise, il verra si Montpellier en a profité, du coup. Ouais, bon, il y a des chances, avec tes histoires entre les lignes. J'ai reçu un SMS de Jean-Louis Gassier, d'ailleurs, qui m'a dit merci beaucoup Aurélien pour... Voilà, c'était moi la taupe, finalement. On continue à parler de ce Nice-Montpellier avec un retour quand même à signaler parce que ça n'était pas arrivé depuis son départ de l'OGC Nice. Il avait quand même marqué le club par ce fameux triplé, entre autres, lors de la dernière journée à Reims, qui avait offert une qualification en Coupe d'Europe pour l'OGC Nice. Parti un peu comme ça, dans la difficulté, Andy Delors, Léandra, qui va revenir avec cette équipe de Montpellier sur la pelouse de l'Alliance Riviera. On l'avoue, c'est un joueur qu'on a reçu à Gymtonic et qu'on aime beaucoup, Andy Delors. Donc malgré ce qui se soit passé dans son départ, il a été un petit peu, voilà, comment on dit... Vexé. Ouais, vexé, un peu trahi, cette même par des par les trahisons, par rapport au fait de ne pas avoir reçu cette revalorisation salariale qu'on lui avait promis. C'est la boule comme Boulka. Oui, sauf que Andy Delors, il a voulu partir. Alors que Boulka, lui, il est resté. Oui, parce que je pense que on va dire que Andy Delors, on lui fait pas à l'envers, entre guillemets. C'est quelqu'un quand même de valeur et voilà, et il avait envie de partir, mais je pense qu'il a laissé un très très bon souvenir auprès des supporters, justement par ce triplé, mais aussi par les valeurs qu'il incarnait, cette hargne sur le terrain, super attaquant. Moi j'avais regardé justement parce que comme il était parti à Nantes après, je me suis dit peut-être qu'il a déjà rejoué contre Nice et au final non. Parce qu'il était pas sur la feuille de match. Mais oui, parce qu'il était prêté, donc il ne pouvait pas jouer, une clause pour pas qu'il joue. Et bon, après on va dire que son retour à Montpellier se passe pas forcément comme il l'attendait. 3 matchs, là il est un peu tensé par les supporters déjà, qui lui ont dit de moins parler et de plus jouer. Oui, on peut le dire, il y a eu une banderole, il y a marqué Andy de points, ta gueule et Marc. Ouais, voilà. C'est ambiance. Voilà. Moi je l'ai dit plus poliment. J'espère que ça ne l'a pas trop touché parce que s'il met claque un triplé à l'Alliance. C'est souvent l'histoire de l'ex qui revient et qui marque un but, donc on verra. Mais oui, Andy Delors, il est physiquement pas encore au top. Et là, il arrivait d'un prêt d'Alger. Non, mais surtout physiquement, donc, parce qu'en plus, il est parti en janvier 2023 de Nice à Nantes. Il a fait 6 mois qui n'ont pas été bons à Nantes, il faut le dire. Il a fait 17 matchs, mais il n'était pas souvent titulaire. Où il n'a pas marqué les esprits. Ensuite, il est parti au Qatar, Msalal, où là, il a marqué quelques buts, mais bon, le niveau est pas du tout le même. Il y a eu cette petite alerte en janvier, il a fait un malaise, avec comme une crise d'épilepsie, etc., qui était impressionnante. Et un mois après, c'était son dernier match d'ailleurs avec Msalal. Il a rompu son contrat, je crois. Il a arrêté sa collaboration. Et de février jusqu'à septembre 2024, il n'a plus joué. Et il a signé au Mouloudia d'Alger en septembre. Il a joué quelques matchs en Algérie, une dizaine de matchs, mais bon, c'est pareil, le niveau du championnat algérien n'est pas le même qu'en France. Donc, il est resté 7 mois sans jouer l'année dernière, dans des clubs quand même au niveau exotique un petit peu. Là, il revient, c'est compliqué. Cet instant de buteur.
Andy Delors, ça se perd pas, ça. Ouais, c'est sûr. Faut se méfier. Il l'a démontré depuis son passage à Caen, ses débuts en Ligue 1. Franchement, ça fait 10 ans qu'il terrorise un peu toutes les défenses. Il a marqué contre chacune des équipes, je pense. Donc ouais, si on demande de sortir un attaquant emblématique de la dernière décennie, on pense un peu à Delors quand même, forcément, qui a marqué le championnat. Voilà, en plus c'est l'ex qui revient. Il y a toute une histoire à propos de ça. Il va peut-être avoir le couteau entre les dents. Donc il faudra vraiment se méfier de lui, je pense. Quel accueil, Serge, pour Andy Delors on va le respecter du côté de l'Alliance Riviera. Oui, il n'y aura pas de banderole comme Alain Mopé, on n'espère pas. Il a toujours respecté les couleurs, c'est un combattant. C'est vrai qu'il est parti, bon après ça fait partie, c'est le milieu qui est comme ça quoi, malheureusement il passe d'un club, surtout lui, il a connu des clubs. Hein. Après sinon, bon, quand il était là, c'est sûr que c'était un plaisir à avoir joué. Après c'est vrai que le fait qu'il soit pas au top physiquement, moi je trouve quand même qu'il a un jeu très physique, et que s'il n'est pas au top physiquement, je pense qu'il va quand même avoir un peu moins de moyens. Le tout c'est de pas lui donner des ballons dans la surface de réparation, bon, c'est tout. Après pour le reste je pense que ça devrait aller. Alors, est-ce que s'il marque un but, il va célébrer Andy Delors face à l'OGC Nice? En fait, un confrère a posé la question en conférence de presse à propos de Gaëtan Laborde, le fait de retrouver Montpellier, de retrouver son ancien club, voilà. Et puis, vous allez entendre Francaise, il a tout de suite dévié un petit peu sur autre chose, sur ces fameuses non-célébrations des joueurs face à leur ancien club. J'ai trouvé ça plutôt intéressant à écouter, donc je vous propose d'écouter Francaise, justement, à ce propos. Bien sûr que c'est toujours un particulier quand on joue son ancien club, quand on est joueur ou quand on est entraîneur. Mais après, je vais parler pour moi en fait, je vais pas parler pour les autres. Il faudra lui poser la question. Je sais que c'est particulier, ça c'est une évidence. Mais après, quand vous êtes dans votre nouveau club, vous êtes à 200% pour votre nouveau club. Voilà. Alors je suis peut-être moins ancien. Et vous savez, quand les mecs, je comprends, hein, mais que les mecs ils montrent pas qu'ils sont contents quand ils ont marqué parce que c'est leur ancien club. Il y a des circonstances parfois qui peuvent l'expliquer parce que l'ancien club est en difficulté, etc. Mais moi, quand je marque un but, je suis content. Hein. Enfin, quand je marque un but, c'est pas moi qui marque. Hein. Mais quand mon équipe marque un but, je suis content. Donc, pour moi, quand les supporters parlent, c'est de l'hypocrisie, ça. Voilà. Quand on marque un but pour son équipe, on est content. Voilà. Alors après, on l'exprime plus ou moins, mais on est content. Quand on gagne, quel que soit l'adversaire, on est content. Voilà. En tout cas, moi, tant que j'entraînerai, ça sera comme ça. Et puis, s'il y en a qui sont pas contents, moi, je suis content. Voilà, faut être content quand on marque un but, y compris contre son ancien club. Je trouve que c'est pas quelque chose qui se dit dans le football en ce moment. Aurélien, on en parlait tout à l'heure. Il a raison, Francaise, ça suffit là, cette hypocrisie. Je célèbre pas parce que j'ai marqué contre mon ancien club. Alors il y a des circonstances parfois, certes, mais quand même, allez. Arrêtez ça. Franchement, c'est un peu la maladie du football moderne. Quand on est sur le terrain, c'est les passes en retrait, le jeu aseptisé, et quand on est derrière la caméra ou en face du micro, c'est un peu d'avoir la langue de bois. Bon, là au moins, Francaise il l'a pas, et tant mieux. Et oui, je suis complètement d'accord avec lui. C'est pas manquer de respect à son ancien club que de célébrer un but contre lui. Voilà, on a le droit d'être content, il faut le montrer quoi. Parle-en à Nîmes Mopé, hein. Ouais. Voilà. Ouais, on était les premiers. T'as vu ce que ça a donné, Nîmes Mopé. C'est-à-dire que lui, il a célébré, les supporters n'ont pas été contents, il a eu droit à une banderole. Mais après, on peut voir aussi le dernier match, justement, le Nice-Lens, quand Klaus marque son but, il célèbre pas, hein. Il fait comme ça. Alors que moi, j'ai regardé Francaise sur le banc, effectivement, il était comme ça. Donc là, on voit vraiment l'exemple dont il parle. Serge, ça te dérange, toi, qu'un ancien joueur, il marque et qui célèbre derrière? Déjà que tout joueur adverse qui célèbre, déjà, ça pose problème. Mais en plus, alors je trouve qu'il a quand même un point de vue très, très froid, très professionnel. Oui. Il n'y a pas de passion dans ce qu'il dit, c'est dommage. Alors peut-être que c'est normal, c'est un pro, il est là pour ça. Mais c'est vrai qu'en tant que supporter, on n'aime pas ça. Ouais, mais non, on n'aime pas. C'est une souffrance pour nous c'est comme un mari trompé ou une femme trompée, quoi. Non, c'est pas ça. C'est une histoire de relation. En plus, quand on a une bonne relation avec un joueur et que il sait que le geste qu'il a fait, ça va nous faire du mal. Bon, il exprime pas trop. Voilà, comme ça au moins, c'est moins douloureux. Ouais. Moi, je le vois. Je suis d'accord avec ça. En fait, ça dépend pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Faut-il célébrer les buts? Moi, ce qui m'énerverait, c'est un joueur qui, entre guillemets, le fait par pression des supporters, par pression de l'habitude, parce que maintenant tout le monde ne célèbre plus.
Mais par contre, si tu le fais parce que voilà, le club il a vraiment compté dans ton cœur et que tu te sens pas, par exemple, tu sais que tu vas enfoncer Laborde, il va peut-être enfoncer Montpellier, qui est déjà à la déroute. Je comprends que tu n'aies pas envie de célébrer à ce moment-là. Mais après que tu le fasses parce que les autres le font, parce que maintenant on les voit, hein, les messages sur les réseaux, ah je quitte ce club, ça a été le club de mon cœur. Et puis un an après, ah ça a été le club de mon cœur. Et puis un an après, ah ça a été le club de mon cœur. À un moment, C'est le football C'est moderne, possible ça. d'avoir plusieurs conquêtes dans la vie. Ouais. Mais alors, Mais non, mais c'est vrai. alors Ça par n'empêche contre, pas de toujours rêver. ouais, le problème d'Andy Delors, c'est qu'il célébrera plus jamais un but, hein, puisqu'avec tous les clubs qu'il a fait. Ah oui. C'est la ça. Borde aussi, d'ailleurs. Ouais, ça fait un peu compliqué. Moi, je n'en voudrais pas si Andy Delors il célèbre face au GC Nice. Bah, surtout dignement. Non, mais ça dépend, voilà, s'il va dignement. S'il bon. va vers ses Non, coéquipiers et qu'il soit content, c'est Ouais. normal. C'est sûr que s'il se monte comme ça devant les supporters en chambant, Ouais, Après, il y a c'est pas la même, célébration quoi. et provocation. C'est pas la même. Il y a évidemment. célébrer. quoi. Il n'y aura pas la Faut populaire discuter. sud, donc déjà, ça sera. Ouais. Non, mais il y a pourra pas le faire. célébrer. et puis il a tu peux être marqué, content. il a pas marqué depuis longtemps aussi. Je pense que quand Bon, t'es on veut pas buteur. qu'il Tu vas pas non plus espérer qu'il marque. Non, mais pas du tout. On aime On Mais veut pas je le qu'il marque. comprendrais s'il célébrait. Ouais, mais bon, malgré tout, moi je peux comprendre qu'un joueur il soit content de marquer un but. Je suis un peu dans la lignée de Franck Hez. On va continuer tout cela à parler de ce Nice Montpellier avec la compo probable de Léandre. Ma chère Léandre, attention parce que le tableau noir aujourd'hui, t'as vu, il avait été pris par Aurélien là. Il Aïe, aïe, fait aïe, la faut que je lutte. récupère mon- Il a la pression. Ouais. Donc là, sur ta compo probable, il va falloir que tu sois aussi calé. Bon, Mika, il va Ouais. pas y avoir de grandes surprises hein, Ah sur, bah cette non, compo, j'imagine. sur cette compo parce que voilà, maintenant. Avant, on bricolait un petit peu. Ah oui. Et là, il y a tellement de choix, mais aussi une équipe Bon, c'est quand qui même se trompé la dégage. semaine dernière avec Will, hein. Il a pas vu loucher au milieu. Hein, Mais je vais donc, pas enfoncer Will alors qu'il n'est pas là quand Ah non, même. on l'embrasse, Ah. oui, mais on se trompe aussi. Bah bien sûr, bah surtout, comme on l'a déjà dit, c'est une compo 48 heures avant le match, il n'y a pas eu encore de mise en place tactique, donc c'est plus compliqué d'avoir de vraies infos. Mais en tout cas, voilà, Boulka dans les cages forcément. Le retour de Youssouf qui était suspendu contre le Havre. Bombito et Dante, ça c'est la charnière type. Donc Bombito, axe central plutôt que Youssouf. En fait, il y a les deux solutions. Je pense que Ouais. ça dépend aussi tactiquement. Si tu as besoin de Youssouf en relayeur, ça va dépendre aussi de l'attaquant que tu as en face de toi. Si peut-être là, tu vas avoir un ailier avec plus de vitesse, tu peux aussi décaler Bombito et mettre Youssouf qui est un peu plus lent mais qui a une meilleure lecture du jeu. D'accord. Et ensuite, donc un milieu forcément à 4 avec Klaus à droite. Le retour de Boudaoui qui lui aussi était suspendu. Santa Maria qui enchaîne, même si on aurait pu aussi penser à Ndombele qui a fait une belle entrée. Et puis Ali Abdi sur le côté gauche, en sachant que Melvin Barr est suspendu. Après son carton rouge, effectivement, en fin de match au Havre et devant. Devant, c'est un trio qui enchaîne les matchs avec Guessant, Laborde qui sont indéboulonnables, inévitables parce que voilà, ils enchaînent les buts, ils sont extrêmement décisifs. Et puis Mohamed Ali Chaud qui va apporter sa vitesse, qui est intéressant dans, comme on l'a dit, la technique en mouvement, la percussion, les 1 contre 1. Donc pour moi, c'est le meilleur trio, même si Sofiane Diop a fait une super entrée contre le Havre et mériterait aussi de postuler à ce poste-là. Donc ça pourrait aussi être un choix de Francaise. Voilà, si jamais Mohamed Ali Chou est un peu dans un mauvais soir, Voilà. on peut effectivement le remplacer par Sofiane Diop. C'est quasi l'équipe type, ça, on va dire, Antoine, hein, mis à part peut-être Melvin Barr sous le côté à la place d'Ali Abdi, mais c'est l'équipe type de cette saison, quoi. C'est l'équipe type, la meilleure équipe que tu peux mettre sur le terrain, quoi. Voilà. Même si quand même, t'as sur le banc Tanguy Ndombele, Et Morgan Sanson qui revient, on va en parler. T'as Mofi qui va revenir. Mofi qui va revenir. Et Mofi, c'est bien, ça va apporter une solution supplémentaire dans la profondeur et qui est un jeu son jeu correspondra vraiment à celui de Francaise, contrairement à celui de Farioli l'année dernière. Et le seul joueur absent, c'est Antoine Mendy, enfin en tout cas qui était incertain parce qu'il a été malade une grande partie de la semaine. Et Victor Orakpo aussi qui a des petits Victor soucis, Orakpo, mais bon, qui ça, c'est était loin de jouer, ouais. pour qui l'instant. souffrait d'une pubalgie, qui a Ouais. été opéré et qui ressent encore quelques petites douleurs aux adducteurs. Des nouvelles de Morgan Sanson parce qu'il a fait une semaine d'entraînement complète. Semaine d'entraînement complète pour Morgan Sanson, ça va de lundi à vendredi en tout cas, ça va de mieux en mieux. Là, il a ressenti un petit contre-coup, un peu de fatigue, mais ce qui est tout à fait normal parce que il était absent depuis très longtemps. Donc, il ne devrait pas être dans le groupe dimanche parce que Francaise a assez de solutions pour ne pas prendre de risques. Mais le retour de Morgan Sanson se rapproche de plus en plus, ce qui est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour l'OGC Nice. Abondance de bien ne nuit pas, mon cher Serge. Je confirme. Il va remplacer qui du coup alors Ah, mais Sanson. c'est vrai, ça c'est compliqué, hein, parce que pour aller gagner sa place, Morgan Sanson au milieu entre Boudaoui
et Santa Maria. Surtout il y a dans ce Ndombele schéma-là. derrière, hein. Et il y a Ndombele Mouché. aussi. Boucher. Ouais, Parler. ça fait du monde, mais bon, voilà. Francaise aura l'embarras du choix et les joueurs devront montrer ce qu'il faut pour mériter cette place de titulaire. Et pour les titulaires, eh bien évidemment, comme on l'a entendu tout à l'heure, essayer de garder leur place par des performances exceptionnelles. C'est l'heure de passer au Souviens-toi. On va parler enfin du livre de Serge Loumeau, le nouveau livre, La grande histoire du gym 1990-2000. On y va. D'accord. Mon cher Antoine, c'est toi qui t'occupes du Souviens-toi et tu vas nous présenter la grande histoire du gym 90-2000 avec cette magnifique photo de Fred Joria qui tend la Coupe de France en 1997. Et oui, voilà, donc Serge qui est là, ici présent, donc qui nous a fait l'honneur qui va venir nous présenter son livre d'ailleurs, hein, puisqu'en fait on va se souvenir de ces 10 années-là, mais c'est lui qui va nous raconter un petit peu tout ça. Alors évidemment on a feuilleté, même un peu plus que feuilleté, personnellement j'ai un peu plus que feuilleté ce bouquin où il y a évidemment, puisque c'est un album photo, beaucoup de photos, mais on se régale. Voilà, on voit plein de photos, quelques-unes connues, d'autres qui le sont beaucoup moins, notamment qui ont été données à Serge par Fred Joria. Hein, voilà, donc là on est vraiment dans l'intimité un petit peu de l'OGC Nice de ces 10 années, puisque Fred a joué d'ailleurs ces 10 années-là, c'est la décennie Fred Joria, 90-2000 hein, à l'OGC Nice. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est en couverture. Hein. Et donc voilà, donc on s'est régalé. On va montrer quelques extraits. Donc il va ce match, ce livre va d'après les barrages de 90 jusqu'à l'arrivée des Italiens à peu près en 2000 qui ont repris le club. Donc là on montre quelques images. Alors celle-ci c'est celle de l'OGC Nice, donc la première saison. 90-91. Ouais, 90-91. Avec Jean-Luc voilà. Vanucci, on reconnaît sur la photo, en Ouais. particulier en noir et blanc. Là. Voilà, donc ensuite il y avait eu d'autres, on va voir d'autres. Et Philippe Massa à côté de lui. Ouais. Alors le livre fait aussi voilà, alors là on voit notamment les frères Vujovic, donc l'année où Nice était descendu en D2 à cause du redressement judiciaire en 1992. Donc ça, ils étaient descendus en 91-92 et en 92-93, André Bouis qui avait repris le club ramène les frères Vujovic. Pour ceux qui Zoran et Zlatko, pour ceux qui sont trop jeunes ne le savent pas, ils avaient brillé à Bordeaux. Frères jumeaux. Ouais. Les frères jumeaux. Parle-nous un peu Ouais. de ses frères, Serge. Ils ne sont pas restés longtemps, ils sont restés 1 an. Ils Ouais. étaient un peu en fin de carrière. Ouais. Bon, nous, on a surtout recruté l'attaquant, mais a priori, quand Oui. on recrutait l'un, il fallait recruter l'autre. Donc, du coup, on a pris les deux, c'est pas grave. Et puis, bon, c'était un attaquant fantastique. Hein. Ouais. 18 buts en 32 matchs. Ouais. J'ai vu Lui, en D2. alors, lui, partout où il est passé, Ouais, il a marqué. toujours marqué. L'attaquant, c'était Zoran ou Zatko Zlatko. Zatko, hein. Ouais. Et le président Boïs, donc j'en parle beaucoup j'en parle beaucoup. Il apparaît beaucoup dans l'album, et je pense que c'est un peu l'homme de la décennie. Hein. C'est Aussi. lui qui a récupéré l'OGC Nice en cendres après quasiment proche de la liquidation judiciaire. Mais il n'y avait plus qu'une offre hein, sur la table, c'était la sienne. Donc ça a été notre sauveur à l'époque. Et donc du coup voilà, il avait fait des beaux coups. Lui, il a beaucoup de cœur en l'occurrence. Ça fait penser un petit peu au coup qu'a pu faire Jean-Pierre River. Oui. Et Vijovic en deuxième division à Nice, c'était pas gagné, bon, mais il a réussi et ils nous ont bien aidés quand la saison où ils sont Bordeaux, il y a restés. Cannes, hein, les frères. Oui, Zlatko avait joué au PSG. Voilà, mais pas son frère. Et après, notamment, André Boïs, hein, le président de la décennie, qui avait fait remonter l'équipe en Ligue 1. On va voir notamment un passage. Non, c'est l'extrait d'après. Voilà, alors ça, c'est la saison. Donc, on voit l'équipe de 93-94 Voilà, c'est avec la le saison de la maillot remontée. Bobcat. Et voilà. Ça, c'est l'année de la remontée. Donc, et ça, c'était le premier match de la saison contre Valenciennes. Donc on aperçoit aussi Youssef Salimi en bas à droite et René Marsiglia avec Antoine Di Fraia pour le premier match de la saison. Voilà, contre Valenciennes. Lionel Letizy dans les buts. Ouais. 80% de l'équipe, c'était du centre de formation. Non, de toute manière, il n'y avait pas d'argent, donc mais ça tombe bien parce qu'on avait une super génération. Ouais, exact. Et tous ces gars-là, c'est tous des il y avait Salimi, Joria, Vanucci, Letizy, etc. Et que quand on leur parle de leurs souvenirs, souvent ils reparlent de cette saison-là. Eh oui. Ils disent que c'est quasiment un des meilleurs souvenirs qu'ils ont eu. Ils étaient jeunes et ils retrouvaient l'équipe pro ensemble.
Et finalement, c'est Georgia qui me disait qu'à l'époque, la situation difficile de l'OGC Nice, ben, ça leur avait rendu service parce que justement, ça ouvrait les portes de l'équipe première. Donc C'est ils ont vrai. su récupérer la perche qu'on leur a tendue, mais pour eux, c'est vraiment des super souvenirs. Et pour nous aussi, pour ceux qui ont. Oui, parce qu'en plus, c'était On fait des ça. Niçois qui étaient sur le terrain, quoi. Oui, Ouais, tout à parce que fait. pour les quarantenaires Donc- comme nous, là, Ouais. qui ne connaissent pas les petits jeunes, mais nous, c'est notre équipe, nos équipes d'adolescence. ça, hein. Mais oui, c'est ça. cette équipe-là. Aurélien, il était même pas né. Hein. Quand Ouais. on Ah avait non, fait Aurélien, Durail, c'était pas, c'est sûr. Ouais. Ah oui, non, Aurélien, il s'en rappelle même pas. Mais Ah. nous, c'est notre équipe. Mais c'est vrai qu'on s'était attaché. attaché particulièrement à cette équipe qui avait pas non plus un talent immense, mais qui c'était Non. des Niçois et donc on se reconnaissait vraiment dans cette équipe-là, qui était Ouais. du centre de formation, des jeunes et des Niçois. Donc Non, c'est vrai puis- que il y avait un attachement particulier. Ils étaient encadrés par des gens un peu plus expérimentés. Il y avait Sam Jack, Oui, il y avait Chaouch. Chaouch, il y avait Nagbe, Joe Nagbe, John Nagbe. voilà, qui ont su amener un peu de liant. Et puis cette saison-là, ça a bien pris. C'est vrai. Qui était le cousin de Georges Weah, non, je crois. John- Euh, De oui, James je- Deban, non Ah non, c'était James Debal, Ouais. ouais. Georges Weah. Ouais, Ah oui, c'était voilà, la- c'est C'était la James filière des Debal, Libéria ouais, à l'époque. qui était venu Avec l'année Georges, d'après. ouais, Georges, Ouais. ouais. Et après, on avait choisi un autre, oui, juste une photo, je crois, on les voit. Non, ça C'est le c'est. Bayern. Oui, alors ça c'était le fameux match. Je te laisse raconter. Moi, je m'en rappelais plus, mais quand Contre je le l'ai vu, Bayern. je me suis dit ah oui, Ouais. contre le Bayern Munich. Vas-y, raconte-nous, Serge. Alors, on ne sait pas exactement comment ils sont arrivés Ah là, ouais. mais le fait est, c'est qu'en effet, le Bayern, le grand Bayern à l'époque, Ouais. est venu jouer un match amical à Nice, Nice deuxième division, avec la moitié de son stade, hein, parce qu'il y avait déjà une tribune qui était. Ouais. Voilà. Et figurez-vous qu'on les a battus, hein, 3-2. 3-2. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils étaient un petit peu interloqués, les pauvres. Mais- Ouais. Et il y avait Lothar Matthäus. Là, on voit Lothar Oui, Matthäus tout à fait. avec Fred Joria en haut à Exactement, droite. parce qu'en fait, tous Ouais. les joueurs niçois, en fait, à la fin du match, sont allés prendre des photos Ouais. avec les joueurs, notamment Lothar Matthäus, hein, qui était quand même une légende du football international allemand, Ouais. et qui est venu donc sur le stade du Ray. Bon, Et- ça nous a fait une petite période. C'était notre Coupe d'Europe à l'époque. Ben, voilà. C'est vrai. Et à noter dans la photo du bas, un but de Jérôme Calatrava, Oui. que je connais, qui était formé au Stade Laurentin. Voilà. Ah ben voilà, Et tout à fait. voilà, un petit coucou à Jérôme, s'il nous regarde. Et donc, c'est vrai que c'était un match qui s'était fait, je crois, un petit peu au dernier moment. Oui. Et, Bah, le Bayern devait contexte. être en préparation dans le oui, coin. sûrement Ouais. en préparation hivernale sur la Côte d'Azur. C'est ça, Et hop, probablement. et on leur a mis 3-2. Et voilà. Superbe. Seule défaite de l'année, je crois. Non, c'est pas vrai, mais bon. Et il y a eu un match contre l'AS Rome aussi, comme ça. hein. Ouais. Et quand Francesco Ah oui. Sensi avait racheté Ouais. le club, Mm. il y a eu un match amical au stade du Rail contre Ouais, il y la avait Roma. la Sampdoria aussi qui était venue. Ouais. C'était pas bien passé du tout. Mm. Mais bon. Et après, donc ensuite, il y avait eu cette. Voilà, là on a choisi cette image-là parce que là, ils avaient fêté la montée. Hein, et ils Tous étaient en blond. tous en blond. Victoire contre. Ah, c'était avant Rouen. Dans les ouais. matchs à domicile, on gagne et donc on assure la Contre montée. Rouen. Voilà, contre Rouen, 2-0, Ouais. de but de Chaouch. Et le dernier match, on joue à Valenciennes. Et là, donc, il s'était promis que si jamais ils montaient, ils se teignaient les cheveux en blond. Donc, ils sont tous en blond. Alors, le but du jeu, c'est de les reconnaître. Hein, parce que Ouais. des fois, C'est clair. on a du mal à les C'est petit, hein, mais je reconnaître. vois Fred Martin Mais parmi on regarde les photos du bas déjà. Ouais. Je crois que On a- c'est. T'as Joria et Joria, peut-être Vanucci, non là, t'as- D'ailleurs, on remarque Ouais, c'est- Vanucci. Louis Gomis, non peut-être, non Non, James Deba. James Deba en haut. Ouais. Ouais. Et Non, Jean-Luc non, alors, c'est John Nagbe, pas James Deba. Deba, Ah. il était pas en D2. et on voit. Ouais, c'est vrai que. On a du mal à Pas facile. reconnaître là avec les cheveux jaunes. là. Mais et de toute façon, il faut acheter le bouquin parce Et que Jean-Philippe franchement, Mathieu. on se régale, on feuillette ça, voilà, et on lit les petites légendes et franchement, on retourne dans les souvenirs avec des photos Ouais. qu'on n'a pas vues. Ça fait vraiment très plaisir de voir ça. Et après, évidemment, il y a une vingtaine de pages, hein, Serge, sur Alors, la voilà. Coupe de France, Ça, c'est victoire le- en 97 c'est le notamment. petit- le petit on va, cadeau on va qu'on nous voir a on va en voir deux. Deux pages avec notamment voilà le fameux but dont on ne saura jamais qui a marqué en bas à droite. Si, officiellement, C'est Salimi. Salimi, c'est Salimi. ouais. Voilà, mais c'est une tête de Fugin. Salimi doit la dévier là, de Fugin nous a toujours de sa dit, chevelure. et y compris ici dans Gym Tonic, qu'il pensait que c'était lui qui avait marqué. Ouais. Oui. Et là, on voit Momo Chaouch hein, aussi là qui convoite le ballon, mais là donc c'est le but, le fameux but. Donc là, tu as réservé une vingtaine de pages Oui, à oui, cette, tout à fait. Alors, comme ce dernier titre du gym. c'est le dernier.
C'est vrai. Merci de le rappeler. C'est dur. Surtout après une défaite contre le Stade Brioche. Bon, bref. Donc oui, le but. Alors, cet album, c'est moi qui l'ai conçu, mais le contenu, c'est une œuvre collective, on va dire. Donc, c'est vrai que on est plusieurs passionnés de l'histoire du gym. Il y a pas mal de collectionneurs. On récupère des photos anciennes, on récupère des programmes de matchs. Et là, donc, on a eu le grand plaisir que Fred Georgia nous ouvre sa boîte à trésors, à archives, et donc on a pu récupérer énormément de photos. On ne les a pas tous mis, mais il y en avait beaucoup. Et en effet, on a fait une vingtaine de pages sur le dernier titre du gym, avec des super photos. Certains on les connaît, mais il y en a d'autres en effet qu'on ne connaissait pas. Donc voilà. Comme celle qu'on va voir peut-être maintenant là, avec Bruno Valanconi qui arrête le fameux penalty de Coco Michel, je crois. Bon, alors celle-là, on les a déjà vus. Celle-là, on les a déjà vus, mais bon, on va aller un petit plaisir pour les revoir. Celles-là sont très connues, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas vues, notamment celle de la fête après le match, qui sont de la collection de Fred Georgia, je crois. En boîte de nuit, tu veux dire ? Ouais, je crois qu'il y en a quelques-unes en boîte de nuit. Plusieurs fois la fête. En boîte de nuit à Paris, à Nice. Oui, il y en a quelques-unes. On se souvient de ce défilé sur la promenade des Anglais sous la pluie. Exactement. Et après, cette arrivée triomphale au Stade du Rail. Le lendemain du match, le lendemain de cette finale de Coupe de France. 10 mai 97. Voilà, et donc cette victoire en Coupe de France nous avait permis de se qualifier donc pour la Coupe d'Europe, même si on est donc en D2, on a joué la Coupe des Coupes, et on va faire donc une dernière image avec notamment ce fameux match contre Kilmarnock. Voilà, c'était avec cette fameuse banderole de la BSN, la C2 en D2, c'est 2 fois mieux. Voilà. À l'époque, on était un peu plus inspiré, je trouve. C'est tout. Ouais, c'était pas mal. Et on prenait pas d'amende. C'est tout le paradoxe, le paradoxe de cette décennie, où on a connu, on est parti de la deuxième division, où à un moment donné, on était vraiment très mal, on flirtait avec quasiment la relégation, et après, on a connu la victoire en Coupe de France, qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que le club n'était pas en grande forme dans ce temps-là. Et puis, on a joué quand même la Coupe d'Europe, on a quand même été loin d'être ridicule, parce qu'on a joué à fond, quoi. On a mis l'équipe type à tous les matchs, contrairement à d'autres périodes, même si on jouait pas. On n'avait pas grand-chose, mais en tout cas, on se donnait à fond, et c'est vrai qu'on n'a pas perdu un match. C'est vrai. On se rappellera sans perdre. Du doublé de Stéphane Keun contre Kilmarnock à l'aller. Stéphane Keun, 2 buts de la tête, je crois, l'Allemand, qui avait fait très peu de matchs, qui s'était blessé après, mais qui nous a fait rêver. Moi, je me rappelle de ce Nice-Kilmarnock, le stade était plein, c'était fabuleux. Didier Angibault. Didier Angibault, Dominique Bibi Cholagnier, évidemment, qu'on n'oubliera jamais. Et puis, au retour, c'était Zoran Milinkovic qui avait marqué. Il y a la photo d'ailleurs dans le livre. Un partout. Bon, dans tous les cas, on le conseille, ce livre. Alors, on le conseille. Parce qu'il est super sympa, et même tellement on le conseille, on va vous le faire gagner. Allez, on y va, le cadeau. Pourquoi tu dis tout ça ? Il est là, ce bouquin, donc, la grande histoire du gym que l'on vous fait gagner cette semaine. Dans le cadeau de la semaine de Gym Tonic, pour cela vous en avez l'habitude, eh bien il faut pronostiquer le score entre l'OGC Nice et Montpellier avec le nom des buteurs s'il y en a, le petit hashtag Gym Tonic qui va bien. Et il y a non seulement donc le bouquin, mais il y a aussi, un petit autocollant de l'association La Grande Histoire du Gym de Serge Gloumeau, l'écharpe spéciale 120 ans aussi à gagner. La voilà, je vais la tenir un petit peu mieux de ce côté-là, avec derrière les visages qui ont fait l'histoire de l'OGC Nice. Collector. Ça, c'est une écharpe évidemment collector. Il y a aussi La Grande Histoire du Gym, mais pour les enfants, racontée pour les pitchouis avec les palmarès et l'aigle Méfie qui est là évidemment sur la couverture. Et puis donc un abonnement, alors ça c'est le must, un abonnement à l'association La Grande Histoire du Gym, une carte de membre de l'association La Grande Histoire du Gym. Donc tout cela à gagner, et pour le gagner, il faut pronostiquer donc le score entre Nice et Montpellier, le nom des buteurs et le hashtag Gym Tonic. Tu voulais rajouter à la fin, Oui, Serge ? alors pour ceux qui souhaitent se procurer ce livre et l'écharpe et tout le reste, l'association tient un stand avant les matchs. Avant chaque match, on est présent sur le parvis de l'Alliance Riviera, juste à côté du cours 1904, où le club organise donc des rencontres chaque fois thématiques. D'ailleurs, je remercie le club qui nous permet d'avoir cette visibilité-là, d'être au contact et donc de pouvoir rencontrer les supporters et mettre à leur
disposition toutes les archives. Je précise en effet que la carte de membre permet d'avoir accès à toutes les archives de l'association, les archives numérisées. Donc on a énormément de programmes de matchs, d'anciens numéros de magazines, de journaux. Et sinon, on peut aussi avoir accès à cet album sur le site internet musédugym.com, où là aussi il y a énormément d'archives qui sont à disposition. Merci pour ton travail, en tous les cas, Serge, parce que Ouais. c'est vrai que Merci. pour tous les amoureux du gym, c'est évidemment très précieux d'avoir toutes ces photos, tous ces souvenirs. Ça fait remonter effectivement des émotions. Puisque tu parlais du cours 1904, eh bien sachez que dimanche à l'honneur, ce sera l'équipe de la remontée, celle de 2002, et puis il y aura plein d'animations autour du carnaval, parce que c'est le carnaval de Nice en ce moment, et ce sera aussi le carnaval sur le parvis de l'Alliance Riviera. Donc venez nombreux pour soutenir les Niçois, même si votre tribune est fermée, eh bien, il y a d'autres places ailleurs pour venir supporter l'OGC Nice. Serge, merci beaucoup. Merci à vous. Et c'était super sympa de t'avoir avec nous. Léandra, Aurélien, pour ta première, bravo, hein, on peut le féliciter. Il a été bon. Bravo, Il a Aurélien. été bon, bravo. Tu Et reviendras bien, peut-être en deuxième semaine, on verra. Je passerai la première semaine de Roland Garros. Mais Voilà, en on fonction des verra. blessures, tout ça. hein, En tu fonction connais des blessures. Tu as passé les qualifs. Il faut gagner ta place chaque semaine. Ça, c'est dans l'équipe de Gymto, les places sont chères. Antoine, toi, tu es un récurrent, donc tu n'as aucun problème à te faire, même si ça pousse un peu derrière. Non, pas tant que ça. hein. Ouais, faut faire gaffe, il y a la jeunesse qui pousse. Allez, merci à Sophie Doncé, Chloé Wargar et Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. D'ici là, passez un très bon week-end. Bye bye.